Bien, bonjour à tous, merci d'être venus à cette session. Donc l'idée, ça va être de se poser la question comment choisir entre une IA générative qui est très à la mode et un moteur de template qui va permettre également de générer du code. Donc je suis Laurent Guérin, architecte senior à Capgemini et j'appartiens à une unité qui s'appelle OneCraft qui est spécialisée en software engineering. Et accessoirement, je suis aussi créateur et lead d'un projet open source Telosys qui est un générateur de code à base de templating. Donc, sans refaire toute l'histoire, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que historiquement, au début, quand on développait, on avait à peu près pas grand-chose, quoi, un éditeur, un compilateur, et puis avec ça, on réussissait quand même à faire quelques trucs. Ensuite, on s'est aperçu que pour produire plus efficacement tout ce qu'on appelle le boilerplate, en fait, on pouvait créer des générateurs de code. Moi, je me souviens avoir créé un premier générateur de code dans les années 90 avec du C++. C'était pas simple, et puis les moteurs de template sont arrivés, ça a permis de généraliser la génération de code, et puis on a créé donc du MDA, ensuite avec l'ingénierie des modèles. Donc jusque-là, évolution relativement classique. Et puis le grand bouleversement, c'est à partir de 2020-2022, avec évidemment l'arrivée de la vague des IA génératives, même si les concepts remontent à 1943, le grand tournant, il est là. Et puis on s'est dit, finalement, si on peut générer du texte, on peut générer du code, donc on va commencer à spécialiser des outils à destination des développeurs, ce qui amène au concept de développeur augmenté, qui ne signifie pas une augmentation de salaire pour le développeur, mais bien simplement l'adjonction en fait, d'un assistant avec lequel il va pouvoir dialoguer. Donc vous avez le choix sur tout un tas de solutions, bien évidemment. Nous, au niveau du groupe, ce qu'on a choisi, donc généralement la génération de code traditionnelle à base de template, on l'a fait plutôt avec Telosys, parfois du Gipster, parfois du T4. Et puis le choix groupe, c'est Copilot pour les organisations qui ont la possibilité d'accéder à Internet. Et puis pour celles qui ne le peuvent pas, on a une solution basée sur StarCoder qui est installée on-prem. Alors la question, c'est comment choisir entre tout ça, parce qu'on m'a dit souvent, finalement, avec la generative AI, il n'y a peut-être plus besoin des générateurs à base de templates. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer en fait deux outils, Telosys pour le templating et GitHub Copilot pour les IA génératives. Alors, le fonctionnement de GitHub Copilot, Tug a fait une présentation à côté. Tout se passe, en fait, toute l'intelligence est évidemment dans le cloud, ça c'est un prérequis. Et puis notre développeur va, à l'aide d'une extension dans son IDE, donc interroger avec des questions en langage à peu près naturel son assistant pour récupérer des suggestions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'une part, ce genre de génération de code est uniquement probabiliste, c'est-à-dire que c'est absolument pas déterministe. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous posez une question, si vous reposez la même question un peu plus tard, avec éventuellement un contexte légèrement différent, vous n'aurez pas la même réponse. Donc ce n'est pas quelque chose qui est d'une part automatisable et avec un type de réponse prédéterminé. Autre point, ce genre d'IA ne connaît pas le métier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de modèle. C'est-à-dire que vos entités métiers, quand vous gérez des pizzas ou des voitures ou des clients, il n'en a absolument aucune idée, ça va être très compliqué d'adresser la partie métier avec ça. Autre point, on peut essayer de spécialiser évidemment en théorie ce genre d'outils en faisant du RAG ou du fine-tuning. Nous, on a considéré que ce n'était pas notre vocation, on laisse ça donc aux éditeurs. Et le seul point sur lequel on va agir, c'est sur le prompt engineering, c'est-à-dire sur la façon dont le développeur va dialoguer avec son outil. Alors, vu de la fenêtre du développeur, traditionnellement, le développeur, en fait, il posait ses questions à ses collègues dans son équipe, à son tech lead, parfois à Google, quand ça allait vraiment pas bien, il discutait avec son canard en plastique, et puis ça s'arrêtait là, quoi. Donc on lui adjoint maintenant Copilot, en l'occurrence, et là il va quand même falloir intégrer un certain nombre une certaine forme de syntaxe, on va dire, et des grands principes pour communiquer avec Copilot. Donc ça passe par une phase aussi quand même d'apprentissage et de prise en main. Sur la partie templating, cette fois-ci, c'est radicalement différent. Il n'y a pas du tout d'intelligence artificielle, tout est fait par l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui va fabriquer des templates. Alors pour faire ces templates, en général, on va partir, dans le cas de Telosys, de templates publics qui sont exposés sur GitHub. On va faire du reuse, on va les adapter dans le contexte de l'entreprise. Donc on va y injecter notamment, et c'est là où c'est important, toutes les bonnes pratiques et les conventions de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes
dans un cadre où vos commentaires sont en français ou en anglais, vous allez mettre ça comme ça dans les templates. L'idée, c'est de faire du sur-mesure pour obtenir exactement ce qu'on veut. Et puis éventuellement, on les spécialisera également par projet. Ensuite, on va arriver à l'utilisation. Donc cette fois-ci, on va avoir sur la station de travail en fait, d'un développeur quelconque, la récupération des templates avec leur installation, un modèle métier, et on va produire le code qui correspond exactement au code qu'on voulait. Et cette fois-ci, on est sur quelque chose qui est totalement déterministe, donc idempotent, c'est-à-dire que si vous régénérez 50 fois la même chose avec le même modèle, vous obtiendrez 50 fois le même résultat. Et là, pour le coup, c'est orienté commande, donc c'est du mode batch. Là où, sur GitHub Copilot, on va chercher à faire des micro-générations de portions de code du niveau, on va dire, à peu près fonction. Là, on va faire du bootstrapping, du traitement de masse, en fait, en mode commande. Alors, le principe est assez simple, en fait. Ça, c'est un template, donc fait par un humain, dans lequel on va simplement remplacer en fait, des variables ici par leur valeur, notamment issues du modèle. Donc, on fait des paquets de templates. Là, on est sur ce qu'on appelle un bundle de templates, en fait, qui va permettre de construire une application Spring Boot JPA, je crois. Et puis, on va mettre en face de ça un modèle métier, qui est un modèle très simple en format texte. Et c'est là où il y a un effet de levier, c'est-à-dire que si vous avez... là, j'ai pris le cas de 4 entités. Les 4 entités vont passer dans les templates pour produire à la sortie 4 REST controllers. Si j'avais eu 80 entités, je obtiendrais à la sortie 80 REST controllers, 80 services de persistance, 80 DTO, 80 entités JPA, etc. Donc c'est comme ça qu'on obtient l'efficacité attendue. Donc en gros, sur la synthèse, ce qu'il faut retenir, c'est que les IA sont quasi tout le temps dans le cloud, sauf si vous hébergez vous-même on-prem. La génération de code à base de template, c'est plutôt sur un poste de travail. Un système déterministe dans un cas, probabiliste dans l'autre. Automatisable et en mode batch pour les templates, plutôt avec une granularité plus fine pour l'IA. Et puis, connaissance du modèle métier aussi, ça c'est important. Et autre point fondamental, le respect des conventions. C'est-à-dire que, comme disait Tuc tout à l'heure, l'IA ne connaît pas vos conventions de codage. Elle va s'inspirer de votre contexte au moment où vous allez le faire, plus ou moins. Là, on peut injecter les conventions en fait, de l'entreprise dans les templates. Bon, sur les gains, nous, ce qu'on a mesuré, on déploie actuellement des licences GitHub Copilot par centaines. L'objectif, c'est d'atteindre 1000-2000 licences très rapidement. Le REX, c'est 0 à 10% de gains sur une quarantaine de projets sur la France. On a d'autres retours qui arrivent de l'étranger. Là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les mesures sont très difficiles. C'est très difficile de mesurer objectivement un gain de productivité lié à une IA. Il y a plein de paramètres qui font que ça reste très subjectif. Sur du templating, c'est simple. C'est la charge estimée moins la charge investie. C'est ce que vous avez gagné. Exemple, on avait un gros projet il y a 3 mois, 75 entités, il fallait faire tout un back-end dans Spring Boot, estimation 140 jours. On l'a fait en 10 jours d'investissement sur les templates, donc 140 jours moins 10, vous avez gagné 130 jours. C'est aussi simple que ça. Bon, des deux côtés, après, il y a des risques, sur notamment le temps passé à gérer les outils. Et d'une façon générale, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le développeur ne peut pas se dédouaner du code qu'il va vous soumettre au moment de la PR ou de la MR. C'est-à-dire que dans tous les cas, que le développeur se soit appuyé sur un générateur quelconque, il conserve la responsabilité de son code. Ça, c'est fondamental. Donc, il faudra mettre en place toutes les méthodes de contrôle de qualité nécessaires. Donc, la façon dont on a répondu, nous, à la question initiale, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on va utiliser les deux, puisque comme on l'a vu en comparant, en fait, ils ne sont pas directement comparables, et surtout, ils ne sont pas directement opposables. Et donc, ils sont même complémentaires. Donc, ce qu'on fait, c'est que sur la phase de démarrage d'un projet, alors démarrage de projet ou d'un PI ou éventuellement d'un sprint, on va en fait constituer nos templates ici en injectant bien donc, les bonnes pratiques dont on a besoin. Et on va bootstrapper, donc avec cet effet de masse, on va produire tout le code initial. Donc ça veut dire souvent des centaines de fichiers sources.
Code initial qui répond précisément aux exigences qualité qui étaient ici en entrée. Et ce code initial va être le code d'amorçage du projet qu'on va pousser donc, dans le repo, notamment le repo Git en général. Et ensuite, deuxième phase, on a les développeurs qui vont, eux, reprendre ce code initial qui a été bootstrappé. C'est du scaffolding en fait, hein, et qui vont commencer à coder cette fois-ci manuellement avec leur IDE plus Copilot. Et comme Tuc disait tout à l'heure, en fait, Copilot, quand vous êtes dans un fichier source et que vous lui demandez de rajouter une méthode ou une fonction, il va directement s'inspirer de son environnement, ce qu'on appelle le contexte, les onglets ouverts, etc. Et donc, si le code initial que vous avez produit là est bon, Copilot va s'inspirer de portions de code qui elles-mêmes sont bonnes, qui sont du code de qualité. Et donc, on a un double effet. Donc, on a l'effet de masse ici, et puis l'effet contextuel après quand le développeur va utiliser son Copilot. Et surtout, comme on le disait, à la fin, relecture. Parce que un développeur junior, par exemple ici, qui fait, on va dire, trop confiance à son IA, va probablement au début générer éventuellement de la dette technique avec du code qui n'est pas exactement celui qu'on aurait voulu. Bon, il y a des tas d'articles là-dessus, on pourra en débattre très longtemps. Donc dans tous les cas, il y a vérification humaine par lecture et puis un quality gate qui ne laisse passer le code que s'il respecte tous les critères qualité attendus. Enfin, qualité et sécurité, hein, bien évidemment. Donc voilà, je pense qu'il me reste un tout petit peu de temps. J'ai essayé de faire une démo très rapide pour vous montrer comment ça fonctionne. Allô ? Je ne sais pas si ça marche. Ça ne marche pas. C'est pas grave, je parle fort. Donc ici, je suis dans mon VS Code. Je dis qu'en fait, je veux initialiser un projet qui va être dans Java Project ici. Alors, premier point, j'ai posé la question ici déjà à GitHub Copilot. Est-ce que je peux utiliser Telosys pour bootstrapper mon projet ? Et lui, il va répondre, normalement, que oui, effectivement. Et là, il commence à me répondre comment il faut faire, etc., etc. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dans une réponse d'une IA, la réponse, elle est toujours affirmative. Il ne vous dit pas « je pense que » avec un certain pourcentage de... Voilà. Et dans cette réponse, typiquement, il y a 80% de bons et il y a 20% de faux. Si vous faites ce genre de test, vous verrez très rapidement que, par exemple, quand vous lui dites « compte-moi le nombre de... combien est-ce que j'ai de fichiers dans mon workspace ?» On a fait le test avec un collègue l'autre jour, il nous dit 15, il y en avait 45, enfin voilà, il vous affirme ça froidement. Bon, donc là, je veux bootstrapper. Donc ici, j'ai mon terminal Telosys, j'ai un modèle, j'ai un bundle de templates, je vais lui dire génération. Donc on est d'accord que ici, là, le répertoire est totalement vide. Donc je vais lui dire de générer pour toutes les entités, pour tous les templates, je vais lui dire yes pour... Il ne confirme pas. Et là, il m'a généré donc 25 fichiers qui sont maintenant dans SRC, main, Java, enfin les trucs habituels, quoi. Alors le point important, c'est que si vous demandez ça à GitHub Copilot, lui, en gros, il va, dans le meilleur des cas, vous expliquer comment le faire sans le faire, ou le faire, mais en vous donnant des exemples minimalistes avec une entité, et puis avec des noms de packages qui ne sont pas les vôtres, des normes de développement qui ne sont pas les vôtres non plus. Donc là, cette fois-ci, si je reprends mon exemple que j'avais tout à l'heure avec les contrôleurs, mon contrôleur, il est ici. Donc là, je vais supprimer ça, voilà. Donc là, j'ai du code qui a été généré aujourd'hui à 11h39 et dans lequel j'ai ce qui répond à mes normes d'entreprise. Et cette fois-ci, je peux même... alors, je vais prendre un exemple plus significatif. Je vais prendre celui-ci, je vais le sélectionner. Là, je peux dire à Copilot /explain dièse selected text, voilà. Donc si je suis développeur et que j'ai donc repris le code qui a été généré, je peux me servir de Copilot évidemment pour pour lui demander d'expliquer le code que je viens de récupérer. Et puis là, si je commence à faire une autre méthode, donc comme disais-tu que normalement on peut lui demander de faire un get, par exemple, get with filter
Alors, on va voir si... Voilà, donc il propose un get mapping avec un filtre. Je ne sais pas pourquoi il l'a mis en commentaire, par contre. Ça, c'était plutôt bon. On va enlever les commentaires. Et peut-être qu'à la fin, il va continuer. Alors, il y a un côté un peu aléatoire hein, dans ce que... Voilà. Alors là, c'est quand même pas mal. Je vais l'accepter. Donc là, il me dit, ben voilà, je fais un get mapping avec un filtre. Alors là, par contre, on ne l'aurait pas fait comme ça pour des raisons de RESTful normalement, mais ce qu'on voit bien surtout, c'est que quand l'IA générative commence en fait à générer du code ici en dessous, il va s'inspirer directement de tout ce qui l'environne. Et donc, on retrouve une syntaxe ici, qui est quand même très proche de celle qu'on avait mis au-dessus, jusqu'au debug ici sur le logger, où en fait, on voit qu'il log de la même façon, etc. Puis là, sur le service, effectivement, il va appeler une méthode qui n'est pas encore implémentée, donc il faudra aller le faire de la même façon. Donc voilà, je pense qu'il est 11h42, j'ai réussi à tout faire rentrer à peu près ce que je voulais vous dire dans les 15 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.